Luigi Pirandello, Ironie de la vie et de la mort, le mari de ma femme. Le cheval et le bœuf, ai-je lu une fois dans un livre dont je ne me rappelle ni le titre ni l'auteur, le cheval et le bœuf, mais mieux vaut laisser le bœuf de côté, ne nous occupons que du cheval. Le cheval, donc, qui ne sait pas devoir mourir, n'a point de métaphysique. Mais si le cheval savait devoir mourir, le problème de la mort deviendrait aussi pour lui finalement beaucoup plus grave que celui de la vie. Trouver du foin et de l'herbe est certes un très important problème, mais à la suite de ce problème surgit l'autre. Pourquoi, après avoir peiné 20 ans, 30 ans pour trouver le foin et l'herbe nécessaire à la subsistance, devoir mourir sans savoir pourquoi on a vécu? Le cheval ne sait pas devoir mourir, ne se pose pas de pareilles questions. Mais l'homme qui, selon la définition de Schopenhauer, est un animal métaphysique, ce qui veut dire précisément un animal qui sait devoir mourir, est sans cesse hanté par cette question. Il en résulte, si je ne me trompe, que tous les hommes devraient sincèrement se réjouir s'ils étaient semblables au cheval. Et plus encore, ces animaux métaphysiques comme moi par exemple, qui, malades, savent non seulement devoir mourir à bref délai, mais savent aussi ce qui doit certainement arriver chez eux après leur mort, et sans pouvoir s'en offenser. De jour en jour, le mal dont je suis atteint fait de sinistres progrès. Je veux, en noircissant ces quelques feuilles de papier, me donner l'amère satisfaction que d'ailleurs je ne pourrais goûter, de faire connaître à ma femme que j'avais tout prévu. L'idée m'en est venue ce matin, et cela parce que ma femme m'a surpris dans le corridor derrière la porte du petit salon, penché, retenant mon souffle, et épiant par le trou de la serrure. Oh, toi qui n'es pas jaloux, me cria-t-elle, que fais-tu là? Tiens, regarde, tu as été jusqu'à ôter tes souliers pour ne pas faire de bruit. Je regardai mes pieds. C'était vrai, ils étaient déchaussés. Et ma femme riait bruyamment. Que dire? Oh, je balbutiais de sottes excuses. Quand je n'épiais pas le moins du monde, que je ne m'amusais à regarder par curiosité, tout simplement. Je n'avais plus entendu le piano, je n'avais pas vu partir le professeur, et alors... Et quant à mes souliers, je jure que je les avais retirés depuis un bon moment, déjà, et sans intention. Ils me font mal. Et elle, ma chère Euphémie, qui m'a surpris là, déchaussé, devrait savoir pourquoi ils me font mal et ne pas en rire, moi présent du moins. J'ai des œdèmes aux pieds et je les tâte pour passer le temps. Cela m'empêche toutefois que j'ai commis une impardonnable sottise. Puisque je le savais, puisque je le sais, que ma femme ne peut le souffrir, ce maître de musique, et puis je suis sûr, absolument sûr, que tant que je vivrai, elle ne me trahira pas. Elle ne m'a pas trahi pendant tant d'années, et elle se laisserait aller à la chute pour un couple de mois, mettons pour 4 ou 6, qu'il lui reste à attendre. Non, 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 elle patienterait, j'en suis persuadé. Mon existence dut-elle se prolonger, même d'une année encore. Et puis je le connaissais, je le connais bien, le mari futur de ma femme. Et pour lui aussi je mettrai la main au feu qu'il ne me fera pas le moindre tort tant que je respire. C'est bien entendu un très cher bien-ami. De plus, il a un nom qui prête beaucoup à un jeu de mots dont je me suis souvent amusé autrefois, quand j'étais d'humeur à plaisanter, mais que je me garde bien de répéter maintenant. D'abord parce que ce calembour ne fait plus rire personne, en second lieu parce que, et cela se comprend, il contrarie ma femme. Mon ami s'appelle Florestan Loza. Excellent jeune homme, jeune, à vrai dire pas tant que cela, 40 ans, presque mon âge,
Mais moi, déjà, j'ai l'air d'en avoir 100. Tandis que lui, solide, de belle carrure, bien planté dans la vie comme un chêne dans un bois, et puis doué de toutes les bonnes qualités que l'on recherche pour avoir un parfait mari, comme disaient les anciens, des mœurs pures, un caractère facile et aimable. Les attentions qu'il a pour moi le prouvent. Par exemple, il vient presque tous les jours me chercher en voiture pour me faire prendre un peu l'air. Il me donne le bras et m'aide à descendre l'escalier, tout doucement, m'obligeant à m'arrêter sur les paliers à chaque rampe, jusqu'à ce qu'il ait compté 100. Puis il me tâte le pouls pour en sentir le plus ou moins de rapidité, et il me regarde dans les yeux et me demande gentiment: Continuons-nous? Continuons. Et nous continuons ainsi, tout doucement, jusqu'au bas de l'escalier. Pour le remonter après la promenade en voiture, il se met d'un côté, le concierge de l'autre, et il me porte sur une chaise. Je me suis révolté, mais en vain. Il est vrai que je ne puis monter 5 marches sans être pris d'un insupportable essoufflement, mais voilà, je voudrais que mon ami ne se donnât pas tant de peine, que le portier, tout au moins, se fît aider par quelque autre. Pas moyen. Florestano, s'il le pouvait, me porterait au contraire en haut à lui seul, sans aide aucune. Bof, en fin de compte, je ne pèse pas lourd, peut-être bien de 40 à 45 kilos. Et puis, je pense, comme servant, il cherche à mériter sa félicité future. Laissons-le faire. Ma femme, elle aussi, de son côté, est presque heureuse de souffrir pour moi. Il voudrait souffrir plus encore pour mériter enfin de sa propre conscience le droit de jouir ensuite sans aucun remords. Droit légitime, honnête récompense, que ni la vie ni la conscience ne peuvent lui refuser, et dont, je le répète, je ne dois pas m'offusquer. Je confesse néanmoins que souvent il m'arrive presque, de souhaiter que l'un et l'autre soient deux gredins fieffés. L'honnêteté de leurs projets, la délicatesse de leurs sentiments devient parfois pour moi la plus raffinée des cruautés, parce que ne pouvant en aucune façon me révolter contre ce qui arrivera sûrement après ma mort, je me vois obligé d'apprendre à mon petit garçon, à mon unique enfant, à aimer celui qui sous peu sera son second père, avoir pour lui un respect filial. Qui sait combien de fois, attirant le cher petit près de mon fauteuil, entre mes jambes, je lui fais la leçon pour qu'il ne donne jamais à Florestan sujet de se plaindre de lui. Je lui dis par exemple: Tu vois, mon mignon petit Carlo, tu as les mains sales. Que t'a dit hier oncle Florestano quand il a vu une tache d'encre sur ton petit nez? Il t'a dit: Va te laver, Carlino, ou l'on te mettra en prison, tu sais? Ce n'est pas vrai, oncle Florestano plaisante. On n'envoie pas les gens en prison parce qu'ils ont les mains sales. Mais il faut te laver tout de même parce que l'oncle Florestano aime les enfants propres. Il est si bon et il t'aime tant, mon mignon petit Carlo. Et toi, tu dois avoir bien l'aimer aussi, et bien lui obéir, tu sais, toujours et toujours, le rendre content de toi. Tu as compris, mon fils? Et j'amplifie, je magnifie tous les petits cadeaux que pour faire plaisir à Euphémie, Florestan porte à notre enfant. Le pauvre petit me croit, il suit mes conseils, et déjà il le vénère. Ainsi l'autre jour, Florestan l'a emmené promener, et au retour, il m'a raconté en riant que pendant qu'ils marchaient ensemble, tout d'un coup, Carlino avait poussé un petit cri, s'était arrêté, lui avait demandé, tout peiné: T'ai-je fait mal? Non, pourquoi, petit Carlo? Et mon enfant ingénument: J'ai marché sur ton ombre, oncle Florestano. Eh non, mon pauvre petit Carlo, non. N'allons donc pas jusque-là.
Tu as été vraiment un petit niais, un peu niais. L'ombre, vois-tu, l'ombre, on peut marcher dessus. Celle de ton père, oncle Florestano et ta maman, la fouleront aux pieds un jour, sûrs de ne pas lui faire de mal, parce que sa vie durant, ils se seront bien gardés de marcher même sur un de ses petits doigts. Quel assaut de politesse entre nos trois, et quel joli martyr en attendant. Pauvre malade que je suis, je voudrais me laisser aller à ma salsitude, à mes nerfs, et au lieu de cela, il me faut prendre sur moi pour épargner leurs peines, car autrement ils redoubleraient de soins, d'attention, de ces soins et de ces attentions qui me répugnent et parfois me font horreur. J'ai tort, sans doute, mais ce spectacle de notre exquise courtoisie, de nos continuelles cérémonies à la porte du tombeau, me fait l'effet d'une écœurante comédie. Je me sens doucement poussé par eux en gants blancs et avec 1000 compliments jusqu'au seuil funèbre, et à l'instant où j'écris, il me semble les voir s'inclinant devant moi et me disant avec un gracieux sourire sur les lèvres: Va donc, le bon voyage, et sois bien sûr que nous souviendrons toujours de toi si bon, si prudent, si raisonnable. On m'a enseigné qu'il faut être sincère. Sincère. Mais la sincérité pour moi, au point où j'en suis, voudrait dire sans embâche tuer. Dieu m'en garde. Qui me retient? Parlons sérieusement. Si je n'avais pas de religion, si je ne croyais pas en Dieu, si j'étais persuadé que la mort est la limite extrême de l'existence humaine, qu'il n'est point d'avenir au-delà et que la terre, manquant sous mes pieds, le vide et le néant seul m'accueilleront, croyez-vous que je ne tuerai pas Florestan? Quand je pense en certaines de mes nuits d'insomnie qu'il couchera dans mon lit à ma place, là, avec tous mes droits sur ma femme et sur ce qui m'appartient, quand je pense que dans le petit lit à côté, mon fils, mon petit garçon orphelin, si toutefois ils le laissent dormir dans leur chambre et si un Lausa minuscule ne s'est pas emparé de son petit lit, se mettra peut-être à pleurer une nuit ou l'autre et appellera sa maman, et que peut-être lui, le mari de ma femme, la voyant prête à descendre du lit pour voir ce qu'a mon pauvre petit qui pleure, lui dira: Laisse-le pleurer, chérie, nous sommes en hiver, tu te refroidirais. Oh, je vous le jure, ce Florestan, je le tuerais. Au lieu de cela, tous les soirs, je reste assis près de la fenêtre. Je reste tranquillement à contempler le ciel et me perds en cette contemplation. Mes yeux se fixent en particulier sur une toute petite étoile qui scintille là-haut et souvent je lui dis en soupirant: Attends-moi, je viendrai. Et je répète souvent à Euphémie, qui est fille d'un libre penseur et se fait gloire de ne pas croire en Dieu: Insensé, crois-le, Dieu existe, et remercie-le, tu sais, remercie-le. Euphémie me regarde, comme s'il lui semblait étrange que moi, Luca Lucci, je puisse lui parler ainsi, moi qui, d'après elle, n'avais véritablement aucune obligation de croire en Dieu, puisqu'il me traite mal en me faisant mourir si tôt. Mais elle le remerciera quand ces quelques feuillets lui tomberont entre les mains, si elle aime sincèrement son Florestan. Je comprends bien que maintenant la seule chose que j'ai à faire, c'est de mourir vite. Je vois parfois Florestan qui, par des roulements d'yeux et de soupirs, s'efforce de faire comprendre à ma femme les désirs qui le tourmentent. Le pauvre homme. Et je m'imagine ma femme, sa tête belle blonde appuyée sur l'ample poitrine de ce bel homme, lui faisant une douce caresse en retroussant de deux de ses doigts fins les longs poils rougeâtres de sa magnifique moustache. Ô volupté, ô patience, ma chère Euphémie.
Parfois je me mets à rire, et tous les deux, alors étonnés, me demandent pourquoi je ris. Je dis une plaisanterie quelconque, les Florestano répond: Tu vieilliras, cher Locci, et toujours aussi farceur. Mais souvent, je ne réussis pas à être farceur, comme dit mon ami. La plaisanterie sans l'avoir prémédité devient mordante, et dans nos promenades en voiture, Florestan souffre de mes propos. Je lui dis, par exemple, si ce n'était pas une fâcheuse position, je te proposerais, cher Florestano, de te mettre à ma place pour un petit moment. Je t'assure que cela te ferait le même curieux effet qu'à moi, de pouvoir ainsi considérer ta vie non plus comme te concernant, mais par rapport aux autres, dans la certitude qu'avant peu, peut-être l'instant même où tu en aimais l'idée, elle te fera défaut, et de pouvoir penser à ce que les autres pourront faire raisonnablement, quand tu n'y seras plus. Je parle clairement, mais Florestan fait mine de ne pas comprendre. Alors je continue. Cher Florestan, je sais par exemple de quel genre sera la couronne que tu déposeras sur ma tombe quand j'y serai couché. Elle sera en porcelaine. Florestan m'intime de me taire, et alors je garde le silence et contemple les belles choses qui désormais ne sont plus pour moi, les belles choses qui restent pour les autres. La voiture aujourd'hui allait au pas le long des vertes avenues du Gianicolo. Oh, comme j'habiterais là volontiers, soupira un certain moment Florestano en m'indiquant là-haut la délicieuse villa Savorelli. Seul ou en compagnie lui demandai-je. En compagnie, bien entendu. Oui, bien entendu, il y habiterait volontiers en compagnie de ma femme. Mais que puis-je y faire?